L'agrotransformation, effectivement, c'est le premier secteur industriel de la Martinique. Donc, au niveau de l'agrotransformation, on a des entreprises qui sont, je dirais, ancestrales, hein, qui sont là depuis très longtemps. Et depuis quelques années, je dirais depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a beaucoup de créations de très petites entreprises dans le domaine de l'agrotransformation et qui font des petites entreprises qui font des produits innovants. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, je dirais, plus classiques, c'est-à-dire les laiteries qui font Danone, Yoplait, qui font les yaourts. On a les entreprises qui font les sodas, les jus de fruits. Je dirais qu'on a des PME, c'est des entreprises qui ont 50 salariés ou plus. Mais à côté de ça, on voit un foisonnement de petites entreprises. Donc, ça montre bien que c'est un secteur, en fait, qui se développe, qui continue à se développer. Alors, c'est vrai que il y a quelque chose dans l'agrotransformation, c'est que tout le monde cuisine. Tout le monde, enfin, je dis tout le monde, j'exagère, mais beaucoup de personnes cuisinent, font des confitures, font des plats cuisinés. Et pour certains porteurs de projets, ben, créer son unité de transformation, ben, c'est une façon de créer son emploi, tout simplement. Donc, c'est vrai que on voit beaucoup de produits qui foisonnent sur le marché et c'est très intéressant parce que ça ouvre l'offre pour les consommateurs. Voilà. Donc, à côté de ça, il y a des contraintes. Hein, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un secteur qui se développe, qui continue à se développer. Voilà. Bon, c'est un peu moins mon secteur, mais bon, je vais essayer d'y répondre. En fait, l'agrotransformation, pour moi, ça répond à plusieurs secteurs. Ça nous permet de mettre en avant divers champs de métiers, que ce soit cosmétique, que ce soit boulanger, pâtisserie, création de produits finis pour des yaourts, comme Madame a dit, etc. C'est aussi une mise en avant de nos végétaux martiniquais. En effet, à l'époque, tout comme des plantes comme le fouillis à pain, etc., ont été apportées ici pour nous nourrir. Et maintenant, on le dévalorise, on va dire ça, on le laisse de côté, alors qu'il a beaucoup plus de nutriments parfois que ce que l'on achète. Donc, c'est important de revenir pour remettre ces choses en avant, nous alimenter et vraiment continuer de se nourrir directement ici. On va parler un petit peu justement de cette innovation et de ce développement et c'est fort à propos aussi, hein, pertinent ce que tu disais. Si vous avez fait un petit tour dans le village, vous êtes forcément tombé aussi sur cette grande pancarte en fait qui vous donne les différents indices et apports de chaque fruit. D'ailleurs, la liste est complète si je ne m'abuse. C'est l'occasion simplement en la photographiant de voir toutes les ressources en fait qu'on a véritablement en Martinique à disposition pour pouvoir s'inscrire encore plus effectivement non seulement sur ces ressources du territoire, mais aussi toucher à tous ces produits qui amènent de l'agrotransformation. Je vais revenir à une petite question très rapide. Tu disais que l'agrotransformation, ça te concerne moins. Pourtant, le cosmétique fait partie de l'agrotransformation. Est-ce que, par exemple, dans tes produits, il y a des ressources, des fruits, des végétaux, en particulier qu'on retrouve sur cette liste de Martinique, qui viennent composer notamment ce que tu proposes en termes de cosmétiques? Ben, mon rêve de petite fille, ça a toujours été mettre en avant les plantes locales, mais pas seulement les plantes en termes de remèdes rasiers, mais aussi les légumes, les fruits, etc. Donc, dans la gamme que je propose actuellement, je mets en avant le gombo, qui est un légume. Je mets en avant le bois-d'Inde, l'ortie. Vraiment, on est de l'herbe sauvage à l'épice. Donc, on a aussi la goyave, qui est un fruit. On a aussi le romarin, qui est plutôt une herbe aromatique. Donc, il y a diverses catégories qui entrent dans les produits. Et c'est pour montrer que chaque famille de plantes a son importance ici. Et chaque famille de plantes aussi particulièrement. Et c'est vrai que là, décrit comme ça à quelqu'un qui n'est pas initié forcément, on se dit ton produit, il n'est pas comestible, il est cosmétique. Et en même temps, c'est peut-être l'occasion justement de reparler
de la puissance de ces plantes, au-delà de simplement le fait de se nourrir, leur vertu. Et c'est là où je m'engage un peu dans ta gamme cosmétique, justement pourquoi le choix de tel ou tel produit par rapport à tel apport, telle vertu, l'occasion de montrer à quel point en plus tu es en train de développer un savoir qui nous appartient à nous propres, parce que c'est pas le cas forcément. Même si l'industrie cosmétique à l'échelon international utilise aussi certaines des vertus, certaines des plantes dont on parle, et bien d'autres, et parfois même sectorise des espaces. Vous avez déjà entendu parler de Nocibé, par exemple. Vous connaissez Nocibé? Vous savez que c'est une île qui fait une petite plante aussi très particulière, qui vient s'intégrer notamment dans les cosmétiques. Et ben on a ce même genre d'exemple aussi à travers la gamme d'Andreas, si je me trompe pas. C'est ça. Par exemple, si j'utilise le gombo, l'hibiscus, c'est des plantes qui sont composées de mucilage. Le mucilage, c'est la molécule qui va permettre à la viscosité de la plante. Vous voyez, le gombo, c'est assez visqueux, etc. Donc là, ça aura un effet hydratant. Enfin, ça va maintenir l'hydratation parce que la molécule a une chaîne. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le sujet, mais en gros, ça va permettre de détendre la boucle et aussi démêler les cheveux. Donc, une simple molécule a beaucoup d'effets sur le cheveu, par exemple, mais aussi pour la peau. Merci beaucoup pour ces réponses. On s'intéresse à l'innovation. On va aller du côté du Parme, avec notamment cette innovation. Comment elle a transformé le secteur agricole et agroalimentaire ces dernières années? On est de plus en plus en train d'avancer, de faciliter aussi peut-être le travail qui était d'autant plus physique auparavant. Quelles sont les autres innovations également qu'on peut voir qui font que ce secteur continue à évoluer et qu'il reste non pas un secteur comment dirais-je, low tech comme on l'imagine, mais qui est de plus en plus high tech? Alors l'agriculture, c'est pas trop mon domaine. Moi, c'est plus le maillon d'après, la transformation. Mais ce que je peux dire des modèles qu'on voit au niveau de l'agriculture, donc vous savez qu'en Martinique, on a les exploitations traditionnelles, hein, la banane, la canne à sucre. Mais à côté de ça, on constate que maintenant, on a les exploitations se diversifient. On a de la polyculture et on va vers de l'agroécologie, donc vers un système durable. C'est-à-dire que l'agriculteur va faire attention au niveau de la rotation des cultures. Déjà pour éviter qu'il y ait des proliférations de maladies. Donc voilà, il va utiliser des petits modèles économiques où il va vraiment développer un système avec plusieurs ressources, hein. Donc ils vont faire je ne sais pas, du gombo, du giromont, ils vont faire également des fruits. Ils vont développer également de l'élevage de moutons, voilà. Et on a du développement donc vers l'agroécologie, alors le bio, bien que le bio maintenant commence à être décrié. Et puis ce qu'on constate aussi au niveau des agriculteurs, c'est ils développent beaucoup ce qu'on appelle les circuits courts. C'est-à-dire qu'ils vont se structurer en groupement de producteurs pour vendre leurs produits directement aux consommateurs et éviter comme ça les intermédiaires. Et ils font aussi de la transformation. Donc les agriculteurs vont faire ce qu'on appelle la transformation à la ferme. Et c'est là où nous on intervient, le Parme, hein, on intervient déjà sur la connaissance des produits, c'est-à-dire étudier la qualité des produits de façon à ce qu'ils les valorisent, qu'ils mettent en avant cette qualité. Donc la qualité nutritionnelle, on sait que nos fruits et légumes, on a beaucoup de petites pépites, hein. On se rend pas compte. Mais on a des fruits, nos fruits poussent au soleil, hein, donc on a des fruits qui sont souvent intéressants sur le plan des vitamines, des antioxydants. Donc ça, c'est aussi bien intéressant que pour la cosmétique que pour le domaine alimentaire lui-même. Au niveau de nos légumes pays aussi, hein, on a des légumes pays
qui sont très intéressants parce que, alors je vais employer un terme technique que je vais vous expliquer. Ils ont des index glycémiques bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont, vous savez, les légumes pays, ce sont des glucides, hein, ils contiennent des sucres. Et en fait, ces sucres, comme l'index glycémique est plus bas, par exemple, que les pâtes ou le riz, ils sont libérés plus lentement dans l'organisme. Et de ce fait, on arrive à satiété plus rapidement. Si vous mangez une assiette de riz, par exemple, ou quand vous mangez une assiette de dachine, vous vous rendez bien compte que le riz ou les pâtes, on les digère très vite. Alors que quand on a mangé un bon légume pays, ça nous tient bien. Et ça, ce sont des propriétés très intéressantes, notamment pour les diabétiques. Les diabétiques, ils ont plus intérêt à manger un légume pays que du riz ou des pâtes, par exemple. Alors bien sûr, nos légumes pays sont sans gluten. Beaucoup de légumes sont sans gluten, pays ou pas, beaucoup sont sans gluten, mais ça permet de développer par exemple des farines de légumes sans gluten qui peuvent être utilisées pour faire d'autres produits, parce que le gluten, il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten, c'est-à-dire quand elles mangent des produits à base de farine de blé, par exemple, elles ont des problèmes digestifs, elles ont des problèmes de transit intestinal. Donc c'est vrai que notre rôle en fait c'est déjà de connaître tous ces produits, donc les fruits, les légumes, les plantes, de façon à ce que derrière, l'agriculteur puisse mieux valoriser ses produits quand il les vend, et pour la transformation aussi, mettre en avant les caractéristiques de ces produits. On a 15 minutes encore à passer ensemble. Ça va être l'occasion pour moi de commencer à vous demander si vous avez des questions à formuler. Je vais poser la question tout de suite. Vous montez simplement la main. Est-ce que vous avez une question à formuler à nos intervenantes, s'il vous plaît, de manière à privilégier l'interactivité? Sinon, j'en ai quelques-unes aussi de mon côté. On parle de 16 formations à Utegaton. Bonsoir. Ton prénom, s'il te plaît, et ta question. C'est trop tard. Il va falloir trouver une question maintenant. Et je reste là. On a 15 minutes à attendre comme ça. Ça va être long. Tu as une question, réfléchis à une question qui puisse être pertinente, notamment dans l'agro-transformation. Alors, quel est ton prénom? Kessia. Qu'est-ce que tu as envie de demander? Est-ce que ça t'inspire déjà le parcours d'une jeune Martiniquaise qui décide de faire du cosmétique? C'est quoi peut-être aussi, toi, les a priori que tu as sur les métiers autour de ou issus de l'agro-transformation, qu'on torde le clou à ces clichés? Ça t'inspire pas une petite question? Donc, je suis certain que sur le dernier camo WhatsApp, tu es incollable. Alors, une petite question, Kessia? Non? Tu abandonnes? Quelqu'un pour la sauver? On joue en équipe ou pas? Allez, on joue en équipe de... Je vais aller faire un petit tour dans le fond de la salle dans un petit instant. Ton prénom et ta question, s'il te plaît. Je m'appelle Lila. Du coup, ma question, c'est quels obstacles vous rencontrez durant tout le processus de production? Ouais. On parle peut-être un petit peu des difficultés. Tu vois, c'est une génération très pragmatique. Hein. Il y a 4 ans, d'ailleurs, tu fais partie de la même génération en ayant 24 ans, mine de rien, à quelque chose près. Une question qui porte sur, qu'est-ce qui va être difficile là? Qu'est-ce qui va peut-être me contraindre? Qu'est-ce qui va être un obstacle sur lequel je dois trouver une ressource un peu particulière? Tant à vous, hein, Françoise, que à toi, Andreas, ces difficultés qu'on peut retrouver particulièrement liées à ce secteur. Oui, alors le secteur de l'agro-transformation, il faut savoir que c'est un secteur où on a des contraintes réglementaires. Voilà, donc il y a une réglementation à respecter. Sur les aspects hygiène, sécurité alimentaire, sur les aspects composition des produits, parce que en fait c'est très important de travailler dans de bonnes conditions hygiéniques, parce que si le produit est mal fait, il est mal conservé, le consommateur peut être malade. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu au niveau des actualités, mais il y a déjà eu des morts d'hommes, des personnes qui meurent parce qu'ils ont mangé
un produit qui a été mal fait, mal conservé. Donc ça, ces contraintes réglementaires, elles sont très importantes et toute personne qui se lance dans l'agroalimentaire doit se former à l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments. Donc au-delà de ça, en Martinique, étant donné qu'on est loin, on est sur une île, on est loin des centres d'approvisionnement. Par exemple, pour s'approvisionner en emballage, c'est souvent compliqué pour les entreprises parce qu'elles ont, alors bien sûr, il y a des fournisseurs sur place, mais qui fournissent des produits vraiment très basiques. Donc, si l'entreprise a envie d'avoir un contenant, un beau packaging, elle est obligée de commander. Tout de suite, les commandes, c'est des grosses quantités. Donc, pour une petite entreprise, c'est compliqué. Et puis, on a également sur certaines ressources, des difficultés d'approvisionnement parce que l'île est petite, hein. Quand bien même on a de l'agriculture. Alors, c'est vrai que le rôle de l'agrotransformation, au départ, l'agrotransformation, c'était pour transformer les surplus de l'agriculture. C'est-à-dire pour éviter que les denrées agricoles ne périssent, on les transformait. Mais maintenant, non. Maintenant, l'agrotransformation en soi, c'est une activité. Et parfois, on est contraint en Martinique, on a des difficultés, on n'a pas suffisamment de matières premières sur place. Et aussi aberrant que cela puisse paraître, des entreprises sont obligées de faire venir d'ailleurs, par exemple pour faire un hectare de goyave, faire venir les mangues d'ailleurs, faire venir la purée de mangue du Brésil, ça peut même venir de l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est des réelles difficultés dès lors qu'on grossit pour accéder à la matière première, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour ce qu'on transforme en fait. Voilà. Et puis sinon, à côté de ça, je dirais qu'après, je dirais que les contraintes, c'est surtout ça. Après, sur la main-d'œuvre, il n'y a pas de problème particulier, hein. La main-d'œuvre, elle est là, elle est disponible. Il y a des formations sur place, il y a des formations pour les opérateurs de production, les techniciens. Donc, à ce niveau, il n'y a pas trop de difficultés. Après, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Bon, je pense qu'on va en parler après. Les nouveaux métiers, on y arrive. Et puis, j'ai un rebond également sur l'économie circulaire que vous m'inspirez aussi, Françoise. Cette notion qui doit particulièrement traîner dans nos générations et les générations qui arrivent comme quelque chose d'extrêmement naturel et pourtant qui est encore aussi un effort. On a encore un grand bond à faire en avant, particulièrement en Martinique. Andreas, on s'invite dans ton laboratoire. On s'invite dans ton laboratoire, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, parmi les difficultés que tu trouves peut-être à rencontrer, à l'échelle de ce que tu fais, peut-être que il y a les tests, peut-être qu'il y a le petit côté, on parlait d'hygiène, de sécurité, aujourd'hui tu maîtrises, tu as cette injonction, mine de rien, de pas bon après ça concerne peut-être pas mes cheveux précisément sur les cosmétiques que tu proposes, mais en tout cas il y a un engagement ni de rendre malade, ni d'intoxiquer, forcément de rendre encore plus beau aussi. On a une attente qui est très très précise par rapport à ton produit et du coup, au-delà de ça, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer en termes d'anecdotes que tu as dépassées ou en termes de peut-être aussi de fonctionnement au quotidien? Le secteur cosmétique est encore très très peu développé en Martinique. Donc, on n'a pas beaucoup de ressources sur le territoire, que ce soit packaging, c'est là-bas, que ce soit ingrédients conformes, il faut aussi s'approvisionner là-bas, que ce soit tests réglementaires, analyse, etc., c'est aussi là-bas. Donc, tout est difficile, on va dire ça, il faut s'accrocher et faire connaître de plus en plus le secteur cosmétique pour avoir d'autres acteurs aussi qui va nous aider à se développer sur le territoire. Françoise, je crois que tu voulais parler. Il y a d'autres questions? Oui, il y a une question puissante qui va venir du fond. C'est l'homme qui va la donner qui est puissant. Dans certains cas, oui.
Ben, pour le moment, mon entreprise n'a qu'un an, donc je ne produis pas beaucoup. Et je travaille en association avec le MANA. C'est le marché agricole du Nord Atlantique qui rassemble plusieurs agriculteurs, dont mon frère qui a une exploitation agricole qui lui va va planter le gombo, etc. Est-ce que tu as déjà un petit peu avancé sur cette étude? Par exemple, ce que je crois comprendre, donc c'est un produit capillaire que tu fais autour d'AgroM, shampoing ou une crème nourrissante? C'est deux entreprises différentes. J'ai mon entreprise Proverbe qui utilise les plantes de la Martinique et AgroM aura pour but. AgroM n'est pas encore existant. D'accord. Donc, je n'ai pas encore travaillé sur tout ça. Mais ce sera l'idée de collaborer avec des agriculteurs, etc., pour produire en masse, pour ensuite transformer l'ingrédient qui sera redistribué aux entreprises locales. En gros, plus nous qu'à acheter shampoing, la Kylie, plus qu'il y a besoin d'exploitation, en fait. Donc, effectivement, mais c'est une question super intéressante parce que, justement, ça touche aussi à ce besoin d'autonomie. Ça permet de rebondir très rapidement. Ouais, attends, ouais. Il est en bleu. Il est en bleu. T'as pas la couleur du t-shirt, mais tu as le ton. Mais tu as raison. Ces questions d'autonomie, elles nous amènent aussi à parler d'économie circulaire. C'est une notion qui est vraiment super intéressante parce que, est-ce que tout le monde est un peu au fait de ce qu'est l'économie circulaire? Non? C'est tout le problème, c'est que des fois, on sait même pas qu'on le fait, on le fait un peu, et si on le faisait plus, ça serait encore mieux. Est-ce que vous m'aidez à définir un petit peu cette notion d'économie circulaire ensemble, Françoise? Ça consiste simplement à réduire un maximum les intermédiaires, à réduire un maximum le fait d'importer des produits plus les produire localement. On parlait de coopérative. Donc en fait, si toi tu fais du gombo et que par exemple Andreas elle a besoin au-delà du gombo du bois d'Inde et que c'est lui qui fait le bois d'Inde, c'est travailler ensemble plutôt que d'aller acheter le bois d'Inde ailleurs dans une île d'Indonésie ou je ne sais où. C'est travailler ensemble pour réduire non seulement, je crois qu'il y en a 4 piliers. Il y a 4 piliers. Le premier, c'est les transports. Le deuxième, c'est produire en fait localement. Et il y en a d'autres que j'oublie là. Il y a là tout ce qui est déchets. Oui, forcément, traiter les déchets ou transformer justement, mine de rien, ce qui pourrait être un déchet. Je ne sais pas si vous l'avez croisé d'ailleurs, mais on a eu ce matin un intervenant qui utilise la bagasse, notamment la bagasse, donc le déchet en fait de la canne à sucre, pour en faire un matériau d'isolation thermique et acoustique. C'est-à-dire que dans des murs, pour garder le frais de la clim ou éventuellement éviter que la chaleur rentre, on met de l'isolant. Souvent, cet isolant, c'est un produit qu'on appelle la laine de verre ou ce genre de choses. Et ben, on peut le faire avec la bagasse, quoi. Oui. Donc c'est vrai que j'en ai parlé un peu. Ce qu'on voit beaucoup, c'est vrai que ça se développe, c'est les groupements de producteurs effectivement qui vont produire des ressources différentes et qui vont s'unir pour créer des marchés de proximité, pour faire de la transformation. Et ce qu'on voit aussi, c'est un peu dans l'optique du développement durable, c'est aussi tout ce qui est, je dirais, exploitation des biodéchets. Alors, nous, au PARM, on travaille beaucoup sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on a mis en place une étude déjà il y a quelques années qui s'appelait Biodèche-IAA, où des gens regardaient quel est le gisement, qu'est-ce qui est produit comme déchets au niveau des entreprises agroalimentaires, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déchets. Parce qu'on peut valoriser au niveau cosmétique, on peut valoriser au niveau alimentation animale, voilà. Donc il y a ça. Donc on continue à travailler dessus. Et puis autre chose, il y a aussi le fait de réduire ces déchets quand on travailler mieux pour réduire tout ce qui est ces consommations d'eau, d'électricité.
produire mieux, justement, pour mieux valoriser ses ressources. Donc, c'est vrai qu'on c'est également un axe de travail qu'on envisage de développer là bientôt avec les entreprises pour mettre en place des processus qui leur permettent de mieux gérer la ressource eau, de mieux gérer les énergies, les déchets, de mieux travailler pour éviter de gaspiller la matière première. Voilà. Et vraiment, vous avez d'un côté, par exemple, vous pouvez avoir une exploitation agricole qui transforme elle-même ou qui travaille avec une entreprise. Cette entreprise, elle produit des déchets. Ces déchets peuvent être utilisés, peuvent être valorisés pour l'alimentation animale. Et vous avez à côté un élevage, par exemple, qui peut utiliser ces déchets. Et on a la coopérative des éleveurs bovins de Martinique, qui s'intéresse à ça, justement, qui veut mettre en place un projet pour pouvoir utiliser les déchets créés dans les entreprises agroalimentaires pour l'alimentation animale, pour alimenter leur cheptel et limiter ainsi, parce que un bœuf, ça mange de l'herbe, mais ils ont quand même un complément à côté, c'est-à-dire que l'éleveur va acheter un aliment composé, mais qu'il paye, qui vient de l'extérieur pour les nourrir en plus de l'herbe. Et là, leur volonté, c'est de pouvoir utiliser des ressources produites localement pour nourrir les bovins. Et voilà, on entre dans un système vertueux comme ça. Voilà. On est dans la dernière ligne droite, on va prendre ta question et puis on va s'intéresser à ces métiers que vous n'avez pas encore imaginés autour de l'agro-transformation. On va les lister ensemble parce qu'il en a été question. Petite question de nouveau. La question, c'était après combien de déchets vous arrivez à recycler ou à retransformer? Alors, enfin, un pourcentage. Ouais, alors, pour l'instant, en fait, je dirais que c'est encore au stade de l'étude, mais on a déjà des entreprises où, par exemple, les agriculteurs viennent récupérer les déchets, les laissent fermenter et donnent après aux animaux. Maintenant, si on veut faire vraiment si on veut, à partir des déchets, isoler des principes actifs, par exemple, je ne sais pas, des antioxydants, des molécules. Si on veut extraire des molécules qui vont servir pour de la cosmétique, par exemple, là, il faudra des volumes plus importants pour arriver là. Là, on ira vraiment vers des volumes plus importants avec une activité structurée. Voilà. Donc, pour l'instant, on est encore au stade de l'étude. Mais l'objectif, c'est vraiment déjà arriver à rassembler ces déchets et à pouvoir voir ce qu'on peut en faire. Voilà. La question est d'autant plus pertinente qu'effectivement, il y a des questions de recyclage aussi qui se sont posées comme ça par rapport à des usines. Et c'est vrai que faire une aparté, c'est tellement naturel dans notre monde parce que l'algorithme nourrit chacun. Mais visiblement, on n'a pas d'autre choix que de passer par le chemin, en fait, de travailler ensemble, de mettre en commun, de coopérer, mine de rien, pour soit se rencontrer, soit pouvoir échanger, soit pouvoir se partager les tâches. En tout cas, chacun trouver son rôle. Y a-t-il d'autres questions, potentiellement? Sinon que vous vous taisiez à jamais et qu'on se retrouve à une prochaine édition ou à une autre occasion. Je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, Andreas, Jorit, excuse-moi, j'ai bugué sur l'intégralité du nom. Andreas, Jorit, Andrea, bon, okay. T'aurais pu me corriger plus tôt, quand même. Sébastien, Madame Sébastien, merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Agroem, en préparation et déjà une entreprise qui utilise des ressources. Un exemple, le métier de chef d'entreprise. Donc, visiblement, c'est sûr qu'il fait partie de cette liste des métiers de l'agro-transformation. Ce petit mot de conclusion également de votre côté. Pas moins de 16 formations du côté du PARM, Madame Régina. C'est exact, 16 formations qui sont possibles au PARM et des métiers que vous n'avez peut-être pas encore identifiés mais qui font partie de ce secteur en fait couvert par le PARM, qui sont peut-être votre métier d'avenir.
Oh, vous pouvez l'applaudir aussi, hein. En vous remerciant de votre visite et pour ceux évidemment qui ont été impactés et à qui ça a créé potentiellement une vocation. Une chose est sûre, vous êtes dans des endroits où les professionnels se mettent aussi à votre niveau accessible si vous avez des questions à poser. De toute façon, rien qu'y réfléchir, ça permet de se rapprocher de l'objectif. J'avais une conversation ce matin en conférence très intéressante à propos de l'échec. La peur de l'échec qui donne à beaucoup d'entre nous l'envie de rester exactement au même endroit en attendant d'être certain de transformer l'essai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, il faut faire des essais et échouer pour pouvoir réussir et mieux définir. À moins que tu veuilles qu'on se retrouve exactement au même endroit dans quelques années, il va falloir bouger et il va falloir prendre le départ de cette course. Je vous souhaite un bel avenir. Bon après-midi à vous. Et je partage les fous rires volontiers après. Hein. Merci.